Donc, si vous voulez, le premier travail qu'il y a à faire, pour moi, le cinéaste, dans ce type de film, c'est-à-dire sur des textes d'écrivains, c'est de les lire, de lire les journaux, de lire les haïkus. Les journaux, c'est 250 pages à peu près. Je parle de la version française, j'ai travaillé d'abord sur la version française. Et les haïkus, il a écrit à peu près 400 haïkus, donc j'ai choisi une centaine. Donc je cherche d'abord un corpus de textes, des phrases, et je constitue avec ces phrases ce que j'appelle le monologue intérieur de l'écrivain. Et ensuite, seulement plus tard, au Japon, je vais à la recherche d'images. Donc j'inverse là le cursum habituel du cinéma documentaire, du cinéma tout court. Je commence avec la parole. D'abord, chez moi, il y a la parole de l'écrivain. Alors qu'au cinéma traditionnel, il y a cette légende du cinéma d'image, c'est qu'il faut savoir tout dire par les images, tout montrer par les images, sinon on est un imbécile. Non, je crois que la parole, en tout cas dans mon cinéma, dans le cinéma littérature, la parole est le cœur de mes films. La vénération de la parole et tout ce qu'on peut dire avec la parole, ce qu'on ne peut pas montrer avec des images. Et c'est l'essentiel, c'est-à-dire ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons que le dire nous-mêmes. Qui nous sommes, nous pouvons le dire que nous-mêmes. Rousseau, pour revenir lire, est-ce que je l'ai déjà cité? Je ne me rappelle pas. Pas encore, pas encore. Rousseau, par exemple, il disait par rapport à ça, son autobiographie, si je parle toujours de moi-même, c'est parce que je suis la personne au monde que je connais le mieux. Donc les écrivains, c'est vraiment les maîtres du langage. Freud l'a dit toujours aussi, c'est-à-dire les écrivains, c'est les gens qui se connaissent le mieux, qui connaissent le mieux l'âme humaine, et leur savoir, souvent immense et profond, ils le transmettent par le langage. Donc la vérité humaine ne peut être exprimée que dans le langage et par aucun autre moyen. Il n'y a pas de vérité dans la nature, on ne peut pas la filmer. C'est un concept, c'est une imagination, c'est une autoreprésentation. C'est là-dessus que je travaille. C'est-à-dire qu'est-ce que les paroles nous enseignent et ensuite qu'est-ce que je peux montrer avec les images, quel type d'image je dois filmer pour accueillir la parole. Donc je vais à la recherche de ce que j'appelle des images possibles. C'est-à-dire dans mon cinéma de littérature, la réalité ne me propose pas automatiquement, généreusement, des images. C'est-à-dire je ne mets pas ma caméra quelque part et j'enregistre ce qui se passe, il ne se passe rien. Les gens sont déjà morts, je dois les remplacer. Chez moi, les acteurs remplacent les morts, sont dans les images à la place des morts. Et voilà donc comment je procède. Donc c'était un tournage qui a duré 8 mois. Le moine dans le film est effectivement un moine. Il n'est pas seulement un moine, c'est un supérieur d'un temple, du 3e plus grand temple du Japon. Comme je ne suis pas metteur en scène, mais documentariste, j'observe les gens, je les regarde et je les laisse faire. Lui, il m'a dit, à travers mon assistante qui a traduit, il m'a dit « Dites-moi ce que je dois faire et je le fais ». Évidemment, je lui dis des petites choses. Il faut va jusque-là et puis regarde le ciel. Des petites choses. Mais tous les personnages du film, évidemment, c'est tous des amateurs. Aucun de ces personnages n'a jamais été devant une caméra. Et j'ai posé la caméra. Dans mon cinéma, c'est moi qui fais la conception de l'image. Parce que les caméramans ne savent pas ce que je cherche, puisque ça passe par le texte et par mon imagination. Et ensuite, les gens fonctionnent tout seuls. Par exemple, la femme qui a joué la femme papillon, je l'ai vue dans un café. J'étais en train de déjeuner avec mon assistante et j'ai vu une femme en kimono à Kyoto. Et j'ai dit, tiens, elle pourra jouer la femme
au Papillon. Et on était allé la voir et la femme était tout de suite d'accord. Et cette femme, donc, elle est venue dans un studio de cinéma. C'est-à-dire que les images intérieures, la plupart des images intérieures, avec les bougies, etc., sont filmées dans un studio de cinéma à Kyoto. Parce qu'on n'aurait jamais trouvé la permission de filmer chez des particuliers des images dans un décor en bois avec des cierges allumées. Donc elle a eu, c'était mon assistante qui a eu l'idée géniale en tant que documentariste, j'y aurais pas pensé, et d'aller filmer dans un studio de cinéma où on tourne d'habitude des films de samouraï. Je parlais de la femme papillon, et donc on l'invite dans un studio de cinéma et on règle la situation, la caméra, etc. Et elle était tellement timide de jouer devant une caméra, d'être vue par les autres, que sa timidité a une très belle grâce en face de ce poète, c'est-à-dire, on a l'impression qu'elle est timide en face du prestige du poète, qu'elle s'imagine étant effectivement Bashō. Comme la femme de la fin du film, c'était un couple de moines aussi, le couple qui était à la fin avec le mourant. Elle pleurait, elle s'est mise à pleurer. Je n'ai pas du tout demandé qu'elle pleure. Elle-même, je voyais, elle s'est mise dans cette situation d'émotion et elle se met à pleurer. Ça, si tu veux, c'est la beauté de travailler avec des gens qui ne sont pas des professionnels, qui ne jouent pas comme des acteurs. C'était un tournage très, très beau, très émouvant et en même temps très facile parce que le moine aussi, il était extrêmement agréable. On a pu travailler très facilement avec lui. Je ne sais pas s'il y a un public pour ce genre de film au Japon. Ils sont totalement colonisés par l'Amérique, le cinéma américain. Et il y a peu de cinéma d'art et essai au Japon. Et en plus, Bashō, évidemment, il parle le vieux japonais, que les gens ne comprennent pas ou seulement partiellement. Donc pour le moment, j'ai une version avec la voix du moine, qui lui-même parlait très mal l'ancien japonais. Là, d'ailleurs, la voix qui écrit, c'est pas lui. Il faut un vrai calligraphe professionnel pour écrire l'ancien japonais. Donc c'est une autre main qui écrit pour lui. Et donc j'attends leur réponse. Et les Japonais, en général, ils n'aiment pas trop que des étrangers se penchent sur leur culture. Et ils ne peuvent pas s'imaginer qu'un petit Suisse est capable de faire un film sur Bashō. Et d'ailleurs, pourquoi un Suisse? Et d'ailleurs, il y a plein de films sur Bashō au Japon, mais pas comme celui-là. Et j'ai un ami suisse-allemand qui est le dernier grand écrivain de sa génération, qui est marié depuis très longtemps avec une japonaise. Donc il connaît très très bien le Japon et il a vu le film 2 fois. Il a dit que ce film pourrait devenir un film culte au Japon. Mais ça m'étonnerait quand même. Si vous voulez, je travaille essentiellement par intuition. Je choisis par intuition, instinct, ce que je crois être les plus belles phrases des journaux, les plus beaux haïkus, c'est-à-dire les choses les plus simples, les plus poétiques, les plus profondes et les plus philosophiques. Parce que dans la poésie, comme disait Gautier de Baudelaire, tout est aussi philosophique. Donc, il y a toujours une pensée dans la littérature, dans la poésie. Et c'est là-dessus que je travaille. C'est-à-dire qu'un film très classique, très simple, et que tout doit être compréhensible pour que le public ait le temps d'écouter les phrases et de regarder les images et de voir qu'est-ce qui se passe en termes de travail entre les paroles et les images, comment regarder les images à partir de paroles, qu'est-ce qui se transforme dans ce rencontre entre les images et les paroles. Ici et là, on a dit que c'était, par exemple, à Paris, tout le monde a refusé de cofinancer ce film, vraiment sans les romans, je n'aurais jamais fait ce film. Et tout le monde trouvait que c'était un projet tautologique, c'est-à-dire que je raconte avec les paroles de Bashō les images ou vice-versa. Or, je pense que ça donne un effet profondément poétique, parfois, souvent,
de raconter des images. Et grâce aux paroles, non seulement c'est un beau langage simple, classique, qui dit énormément de choses, des sagesses, mais aussi les images renforcent la force du langage et prennent une autre dimension grâce aux mots de Bachot. Donc c'est là-dessus que je travaille depuis longtemps. Et c'est là j'apporte quelque chose au cinéma documentaire. Personne ne l'a encore compris, et surtout personne ne l'a encore dit, mais je rapporte une vraie culture nouvelle dans le documentaire par rapport à la littérature et par rapport à ce problème très spécifique du rapport entre les images et les paroles. Comment mettre ça en rapport pour que ça donne à penser et pour que ça transporte des émotions poétiques. J'ai encore jamais lu le mot poétique depuis 50 ans en ce qui concerne mes films. Si vous voulez, j'ai été en tout et pour tout 9 mois au Japon. D'abord 1 mois de préparation, chercher une traductrice, une assistante japonaise qui parle l'anglais. La seule japonaise que j'ai rencontrée qui parle anglais, c'était donc ma future assistante. Et puis, j'ai cherché le cameraman principal que j'ai trouvé par hasard, un Suisse allemand qui habite au Japon depuis 25 ans, qui est lui-même cinéaste libre, il ne trouve jamais de l'argent. Au Japon, il n'y a pas de système de soutien financier du cinéma au Japon. Et puis, j'ai trouvé le moine grâce aux Suisses allemands qui le connaissaient. Et donc, le premier mois, j'ai rencontré le caméraman, l'assistante et le moine. Donc, tout était mis en route. Après, j'ai attendu l'argent. Et puis, je suis revenu au Japon 2 fois 4 mois. Comme le moine est donc supérieur d'un temple, il était très occupé. Donc, il nous a donné 4 mois en avance les jours de disponibilité. Parfois, il y avait 1 jour, parfois 1 semaine, parfois 3 jours. Donc, tout le film est organisé en fonction des disponibilités du moine, ce qui m'a permis, entre-temps, de chercher les personnages, les paysages. Donc, j'ai parcouru des centaines de kilomètres au Japon avec mon assistante. Et j'ai cherché les paysages, les lieux de tournage, etc. Toujours avec elle. Donc, à 2, on a, si vous voulez, mis sur pied tout ce filmage. Donc, c'était 2 fois 4 mois et c'était passionnant. J'ai beaucoup aimé ce tournage. Tout s'est passé très, très bien. Je suis très content de ce film, je dois dire. Ça correspond à merveille. C'est un peu le sommet de mon travail sur la littérature. Et pour la première fois, grâce à l'acteur, j'avais aussi quelqu'un qui écrit et que je peux filmer écrivant. À travers tous ces portraits d'écrivains, c'est la première fois que je filme aussi l'acte d'écrire lui-même. C'est-à-dire, dans chaque film, je fais quelques progrès et j'essaie d'aller de plus en plus loin dans mon rapport à la littérature. Là, je travaille sur un film américain, sur un écrivain américain, et après, j'ai l'impression que j'aurais tout fait dans la littérature. Je ne pourrais plus rien faire d'autre. J'ai tout fait. Après, je vais faire une trilogie de satire politique. Et je reviens en arrière dans ma tradition 68 tard. 3 films assez radicaux, politiquement, sarcastiques, humour noir, burlesque. Ce seront des films chaplinesques, des hommages à Charlie Chaplin. 3 fois de suite. Voilà, donc je suis un cinéaste, un artiste. Comme tous les artistes, on rêve sans arrêt de notre avenir, de nos projets. Je suis un homme à projet. Je ne peux vivre que quand j'ai 5 projets, 7 projets en même temps. Sinon, j'ai peur de mourir trop tôt. Donc, je m'ennuierais terriblement si je ne travaillais pas. Et donc, il ne faut jamais arrêter de rêver et d'avoir des projets. Voilà mon système. Le projet me rassure. Il me permet de vieillir à peu près convenablement. Et pour le moment, vieillir n'est pas encore très grave. J'ai l'impression d'être encore assez jeune.
par rapport aux jeunes qui ont l'air assez vieux. Et je suis en pleine forme. Jamais j'étais autant en forme, aussi intellectuellement. Jamais j'ai eu autant d'expérience. Jamais j'ai pu aussi facilement profiter de mon expérience, de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait en 50 ans. Donc la vieillesse a aussi des côtés positifs, et surtout pour les artistes. Quand j'ai pensé au film, quand je l'ai préparé, je me suis demandé combien de temps ça prendra à mon moine à chaque fois pour commencer à méditer. Et je m'étais imaginé que je dois le filmer pendant 15 minutes, 20 minutes et attendre qu'il se mette à méditer. Lui, il s'est mis à méditer en 2 secondes. Et quand il était dans ce temple à la fin, simplement en train de regarder, de méditer, c'était son propre dernier temple, c'était pas le nouveau, un temple un peu moins grand dont il était aussi le supérieur. Et là, il y avait une espèce de machine, il y avait des travaux de construction, des machines qui faisaient un bruit énorme. Et bon, il a dit, la machine, ce n'était pas très agréable. Mais en fait, en 2 secondes, il se mettait en méditation. C'est vraiment un homme, évidemment, qui a une très grande expérience de méditation, de contrôle de soi-même, etc. Donc c'était très agréable, très facile de travailler avec lui. Et il faisait toujours sans problème, toujours ce qu'on lui demande de faire. Parce que comme il était si facile, dans les intérieurs, par exemple, dans ce studio de cinéma, comme c'était assez cher, j'ai travaillé beaucoup pour épargner un peu d'argent. Donc on a travaillé toute la journée, un plan après l'autre, un plan après l'autre. Et tout cela, ça s'est très bien passé. C'était très agréable de travailler avec lui. Il y avait presque toujours des bruits d'aujourd'hui, tu vois, donc inutilisables pour le film. Donc j'ai un monsieur qui est dans la salle, un nommé Martin Stricker, Suisse-allemand, qui habite et travaille à Genève, qui est agent du son et mixeur, et c'est lui qui a totalement reconstruit le son, magnifiquement bien d'ailleurs. Je suis très content de lui. Je travaille depuis de longues années avec lui. À côté, il y a l'étalonneur aussi qui travaille, il y a Genois qui travaille à Genève aussi. Donc ça s'est fait ici dans le studio à Genève. Effectivement, comme tu as très bien compris, il y avait un son témoin évidemment, mais la plupart du temps, on ne pouvait pas l'utiliser. Voilà, donc, pour revenir encore une fois à Baudelaire, pourquoi je choisis Bachot? Pourquoi j'ai fait un film sur Rimbaud, Jean Genet, Kafka, etc. Parce que c'est des écrivains chez lesquels je trouve tout particulièrement mon propre rapport au langage. Et est-ce que j'ai raconté ça déjà ce soir? Baudelaire, pourquoi il a traduit? Non, tu n'as pas encore... Non, comme j'ai un débat tous les jours, je me rappelle plus ce que je dis. Enfin, un jour, on a demandé à Baudelaire pourquoi il a traduit Edgar... Comment ça s'appelle? Hein? Edgar Allan Poe. Il parlait apparemment pas très bien français, Baudelaire, mais il a traduit Edgar Allan Poe et il a répondu, je ne le cite pas mot par mot, parce que je ne me rappelle pas exactement ce qu'il a dit, mais il a dit quelque chose dans le sens, j'ai traduit Edgar Allan Poe parce que j'ai retrouvé chez lui mon propre rêve du langage. Et c'est exactement ainsi que je fais mes films d'écrivain. Donc je me retrouve dans chaque phrase. Et dans chaque phrase que je choisis pour être citée dans mes films, je m'exprime aussi moi-même en quelque sorte. L'autre dit ce que je pense et ce que je ressens moi-même. Et c'est toujours ainsi que j'ai travaillé. Et même quand j'ai fait des films d'entretien, des films politiques, etc., tout ce qui a toujours été dit dans mes films dès le départ était toujours ce que je pensais aussi moi-même. Voilà, je m'exprime à travers les autres. Justement, hier, j'étais à la télévision et ils m'ont présenté et ils ont dit un cinéaste bavard. J'ai déjà dit ça? Non. Ils m'ont présenté comme cinéaste bavard. Alors j'étais obligé de leur expliquer que quand on parle,
Et quand on a quelque chose à dire, et quand on travaille sur la parole, ce n'est pas nécessairement du bavardage. C'est un peu paysan de croire parler est bavarder, et que le silence est d'or. Je trouve ça une phrase bête que je ne dirai jamais. Dans mes films, il n'y a que des belles choses qui sont dites, et des choses profondes. Il n'y a jamais une phrase dans mes films qui n'est pas importante et qui n'est pas belle. Même quand je travaille avec des gens ordinaires, des femmes qui étaient violentées par les hommes, etc. C'est un de mes derniers films que j'ai fait avec la télévision suisse romande. Tout ce que disent mes personnages, que ce soit des écrivains ou que ce soit des gens ordinaires, pour moi, c'est toujours un travail sur la dignité du langage et sur la beauté du langage et sur la liberté de s'exprimer et de dire des choses essentielles et nécessaires. Les gens qui travaillent avec vous dans les documentaires ordinaires, s'ils sont prêts de parler de leur mari violent, etc., c'est parce qu'ils ont un message à faire passer. Donc il y a toujours une urgence dans ce type il y a toujours une urgence de la parole. Et même dans mes films d'écrivains, la vénération du langage est au cœur de mon cinéma. Et l'importance de la parole, l'importance du dire, du parler, etc. Il était déjà très connu du temps de sa vie. Et justement, c'est pour ça les gens lui demandaient un poème, voyez. C'est-à-dire, ils avaient entendu parler de lui. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, mais il était connu. Je veux dire, c'était le maître de la poésie haïku et ses textes circulaient. Et donc, voilà. Ce qui explique pourquoi un hôtelier lui demande un poème, etc. C'était un honneur pour les gens de l'accueillir. Il est mort dans les cinquantaines, il est mort vers 53 ans, 54 ans. À l'époque, c'était déjà très âgé. Il s'est considéré déjà à cet âge comme un vieillard. Mais non, il a commencé à écrire très tôt. Moi, je me suis concentré sur l'époque des journaux. Et ça concerne les dernières 10 ans de sa vie. Voilà, et donc j'ai respecté évidemment les 4 saisons, etc. Parce que la poésie haïku, c'est une poésie des 4 saisons, c'est une poésie de la lune, du soleil, c'est tout ce que vous avez entendu dire. Et voilà, donc c'était très facile de faire ce film, parce qu'il y avait les 4 saisons, donc la chronologie est déjà là, et j'ai choisi les bons textes, à mon avis. J'ai trouvé à peu près des bonnes images, donc... Bon. Merci, madame. Merci, Richard Dindo. Et vous, monsieur, qui connaissez la poésie haïku depuis 50 ans. Ah. Bravo, merci.